Voici des clés de lecture sur le regard croisé. Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale? Ce questionnement fait partie des 8 questions à traiter avant les épreuves écrites, les années paires. Il croise les approches économiques, sociologiques, mais aussi de sciences politiques et même philosophiques sur la question des inégalités et de la justice sociale. Il invite au débat dans les 2 derniers objectifs d'apprentissage. Il comporte 4 objectifs d'apprentissage. Il s'agira pour les élèves, à la fin de ce questionnement, de connaître des faits, de savoir interpréter des indicateurs statistiques et de comprendre des mécanismes, des relations de cause à effet. Vous pouvez vous arrêter sur cette diapo pour consulter tout ceci dans le détail. Je reprends ensuite un par un ces objectifs d'apprentissage. On peut traiter ensemble les 2 premiers objectifs d'apprentissage, puisque le deuxième indique les outils statistiques qui permettent de décrire les grandes tendances du premier. On pourra donc, dans un premier temps, décrire les grandes tendances des inégalités économiques en introduisant les indicateurs adéquats, ensuite montrer que les inégalités économiques et sociales sont multiformes et cumulatives. Pour décrire les grandes tendances des inégalités économiques, il faudra s'appuyer sur des données relatives aux revenus dans ses différentes composantes et au patrimoine. On peut les trouver dans l'ouvrage de Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Tous les graphiques du livre sont disponibles gratuitement sur le lien qui apparaît sur cette diapo. Ils permettent de décrire l'évolution des revenus, des patrimoines et des inégalités sur 3 siècles et pour plus de 20 pays. L'article récent de Économique et Statistique en lien donne, lui, des évolutions sur 1 siècle en France et aux États-Unis. Les données statistiques que nous utiliserons avec les élèves doivent mobiliser les outils suivants. Pour ce qui est des inégalités statiques à un moment donné, on s'appuiera sur une distribution par quantile et on présentera, comme dans l'ancien programme, le rapport interquantile, D9 sur D1, le coefficient de Gini, compris entre 0 et 1, et la courbe de Lorentz. Sont désormais également au programme pour les inégalités statiques le top 1%, c'est-à-dire la part du patrimoine ou du revenu détenue par le dernier groupe de centiles de la population étudiée. Et un outil de mesure des inégalités dynamiques, la corrélation de revenus parents-enfants. Cette corrélation est généralement mesurée par l'élasticité intergénérationnelle des revenus. Si cette élasticité est égale à 0,5, comme elle l'est ici au Royaume-Uni, c'est la dernière donnée du graphique, cela signifie que si mes revenus sont supérieurs de 1% à ceux de mes voisins, mes enfants auront des revenus supérieurs de 0,5% à ceux des enfants de mes voisins. On peut lire aussi, si mes revenus sont le double de ceux de mes voisins, mes enfants auront des revenus supérieurs de 50% à ceux des enfants de mes voisins. Plus cette élasticité est forte et se rapproche de 1, donc plus les inégalités de revenus se reproduisent d'une génération à l'autre. Sur ce graphique, c'est au Royaume-Uni qu'elles se reproduisent le plus. Vous trouverez dans de nombreux manuels la courbe de Gatsby, qui établit une corrélation entre ces élasticités et le niveau des inégalités. Elle n'est pas au programme. Une fois les grandes tendances des inégalités économiques décrites, on montrera que les inégalités peuvent prendre différentes formes, économiques, comme vu précédemment, mais aussi sociales, accès à l'école, la santé, la justice, etc. Puis on montrera que les inégalités sont la conséquence d'autres inégalités. Attention, car les élèves pensent souvent que les inégalités économiques, et particulièrement les inégalités de revenus, déterminent toutes les autres. Au contraire, on montrera que le processus de création des inégalités est complexe, elles se cumulent au sein des inégalités économiques, au sein des inégalités sociales et entre les inégalités économiques et sociales, mais dans les 2 sens. Le 3e objectif d'apprentissage invite à faire le lien entre les inégalités et la justice sociale. Pour traiter la première partie, on pourra s'appuyer sur les inégalités vues précédemment, pour distinguer les inégalités dans le droit, dans les faits, ce sont les inégalités de situation économique ou sociale,
et enfin l'inégalité des chances, scolaires ou sociales, que les élèves auront rencontrées dans le questionnement sur la mobilité sociale en terminale. Lutter contre tous ces types d'inégalités est-il juste? Tout dépend de ce que l'on entend par justice sociale. Voyons donc les 4 grands principes de justice sociale introduits dans ce nouveau programme. Selon le principe dit d'utilitarisme, défendu par Bentham, Stuart Mill ou Pigou, une société juste est une société qui maximise la somme des utilités individuelles. Selon celui du libertarisme, défendu par Hayek, une société juste est une société qui respecte les libertés individuelles et les droits de propriété. Toute action publique qui va à l'encontre de ces 2 éléments est injuste et on n'attend d'ailleurs pas la justice sociale de l'État. Selon celui de l'égalitarisme libéral, que défend John Rawls, une société juste est une société qui respecte les libertés fondamentales, l'égalité des chances et dont les inégalités profitent aux plus défavorisés. Selon enfin le principe d'égalitarisme strict, une société juste est une société dans laquelle les individus sont égaux en tout point sur toutes les dimensions. Les élèves doivent comprendre qu'il n'y a pas consensus dans une société démocratique sur ce qu'est une société juste, et que donc on peut défendre des positions très différentes sur les objectifs à poursuivre avant même de parler des moyens d'atteindre ces objectifs, tout en se réclamant de la justice sociale. Par exemple, première ligne de ce tableau, dans une conception libertariste de la justice sociale, la lutte pour l'égalité des conditions n'est pas souhaitable. Dans une conception égalitariste stricte, c'est au contraire l'objectif prioritaire. Même lorsqu'on promeut la lutte contre le même type d'inégalité dans 2 conceptions différentes de la justice sociale, ce n'est pas pour les mêmes raisons ou par les mêmes moyens. Le tableau présenté ici résume tous ces éléments. Après avoir débattu sur les objectifs à poursuivre, intéressons-nous aux moyens d'action. Ce 4e objectif d'apprentissage est en lien avec le questionnement de première sur la protection sociale et le risque. On présentera d'abord les moyens de l'action publique pour lutter contre les inégalités. Fiscalité, protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations, comme dans l'ancien programme. On devra montrer que ces moyens, qui impliquent pour certains le budget public, sont sous contrainte de financement. Ce sera traité en faisant référence au solde public et éventuellement à l'effet d'éviction. On est invité enfin à débattre de la portée et des limites de ces moyens au regard de leur efficacité. Réduisent-ils effectivement les inégalités? De leur légitimité? Sont-ils acceptés? Et des risques d'effets pervers, de désincitation à travailler ou à consentir à l'impôt par exemple. Comme le faisait Pierre Rosanvallon dans la crise de l'État-providence, on pourra d'abord montrer que la contrainte est loin de n'être que financière, et peut-être aussi que toutes ces contraintes se nourrissent l'une l'autre. Parce qu'il n'est pas assez efficace, ou qu'on l'accuse de ne pas l'être, le consentement à financer l'État-providence est plus difficile, et donc la contrainte financière augmente. En guise de bibliographie pour le professeur, on peut se référer à l'ouvrage de Piketty et à l'article d'économie et statistique déjà cité, pour la partie descriptive. Dans Les places et les chances, un livre court et accessible publié en 2010, François Dubé évoque 2 façons de lutter contre les inégalités et plaide en faveur de la lutte pour l'égalité des places, des situations. Dans l'idée de justice, réflexion fleuve de Amartya Sen publiée en 2009, l'auteur discute les différentes approches de la justice sociale et notamment celle de John Rawls. Il en appelle finalement à une conception concrète de la justice sociale, fondée notamment sur les capabilités et le raisonnement public, c'est-à-dire le débat démocratique à toutes les échelles. Le livre de Pierre Rosanvallon, même s'il date des années 80, peut éclairer le dernier objectif d'apprentissage sur les différentes dimensions de la crise. Voilà les références de ces ouvrages ou articles avec quelques liens vers des interviews des auteurs pour une première approche de leurs analyses. J'y rajoute un lien vers de nombreux articles scientifiques ou de presse rassemblés sur le site SES-ENS. Beaucoup traitent du lien entre la pandémie Covid, le confinement et les inégalités économiques et sociales.